Hervé Pasqua va donc assurer la deuxième intervention. Il est donc habilité à diriger des recherches en philosophie, membre du Centre de recherche en histoire des idées, au département de philosophie à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Il effectue des recherches sur le néoplatonisme dans le cadre d'une vaste réflexion sur l'anthropologie contemporaine et la réflexion sur l'avenir de l'homme. Donc, Hervé Pasqua enseigne à l'Université de Bourgogne et dirigeait l'Institut catholique de Rennes, professeur invité de plusieurs universités en France et à l'étranger. Il a publié de nombreux articles et comptes rendus dans les revues de philosophie, notamment la revue philosophique de Louvain. Bien, je lui passe la parole sur le sujet du sommeil de l'intelligence à son éveil. Merci beaucoup, chère Patricia, pour votre accueil, votre présentation généreuse et amicale. Alors, l'apparition de l'intelligence artificielle pose aux philosophes une question essentielle, socratique. Qu'est-ce que l'intelligence ? Et il s'agit de réfléchir sur la véritable nature de l'intelligence pour savoir si, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'intelligence. Et surtout, si elle peut jouer le rôle de l'intelligence naturelle qui définit l'homme comme un vivant doté de logos, selon la définition classique, zoon, ekon, logon, un animal raisonnable. Et c'est pourquoi je me propose ici, non point d'analyser les avantages pratiques issus de l'apparition de l'intelligence artificielle, que je laisse aux spécialistes le soin d'examiner, et dont je ne doute pas d'ailleurs de l'efficacité et de l'intérêt. Mais je me propose surtout de m'interroger avec vous sur la nature donc, de l'intelligence. Il ne suffit pas en effet de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne et quel usage, bon ou mauvais, peut-on en faire, mais en quoi elle concerne la nature de l'homme. À en croire en effet la plupart des commentateurs, souvent imprudents, l'avènement de l'intelligence artificielle modifierait et transformerait l'homme en profondeur, c'est-à-dire substantiellement, remettant donc en cause sa nature d'animal doté de raison. Le rêve du savant fou ici peut faire penser que l'homme est créateur de l'homme, réaliser un projet prométhéen qui semble à la veille de se réaliser. Le docteur Frankenstein est sur le point de triompher, mais son triomphe peut se retourner contre lui et devenir son Terminator. Il s'agit donc de voir comment l'intelligence spécifie la nature humaine et distingue l'homme de la machine comme elle le distingue de l'animal sans raison. On aime à rappeler, on l'a fait, que le mot intelligence, intus legere, en latin, signifie lire à l'intérieur de soi, à l'intérieur des choses, aller chercher dans le monde sensible, matériel, extérieur, sa nourriture, pour l'élever au niveau universel, c'est-à-dire intelligible, et pouvoir penser ou intelliger. L'intelligence humaine s'éveille donc au contact du monde sensible et révèle l'homme à lui-même comme étant doté d'un corps fait de chair et d'os. Rien ne se trouve dès lors dans l'intelligence qui ne soit passé par les sens. S'il n'en était pas ainsi, en effet, l'intelligence n'accéderait pas à la vérité des choses qui se présentent aux facultés sensibles. Les choses demeureraient inconnaissables en soi. Détachée du corps, l'intelligence jouirait d'une autonomie propre. Elle serait alors pure intellection de soi, indépendamment de toute réalité extérieure. Elle cesserait d'être finalement l'intelligence de l'homme concret, de cet homme-ci, de Socrate, qui ne penserait plus par lui-même. Telle est la doctrine qui a été enseignée par le philosophe musulman Averroès, mort en 1198, dans son grand commentaire du De Anima d'Aristote, où il affirme qu'il y a une intelligence unique, universelle, immortelle et anonyme,
qui n'appartient à aucun homme en particulier, parce que nous le verrons détaché du corps, des sens. Cette doctrine a pris au XIIIe siècle, sous une forme appelée à se diversifier, le nom d'avéroïsme latin. Elle a été propagée par le philosophe belge Sigé de Brabant, mort en 1284, et ses disciples, et a envahi la vie universitaire. L'avéroïsme, donc, en général, en soutenant l'existence d'un intellect détaché de toute réalité corporelle, un intellect donc immortel, unique pour toute l'humanité et qui intellige à la place de chacun, entraîne de graves conséquences, à savoir, d'une part, que l'homme individuel, hic homo, cet homme-ci, ne pense pas par lui-même. Il n'y a plus personne pour penser. Et d'autre part, que l'immortalité personnelle de l'âme est remise en question. La personnalité individuelle de chaque homme. Alain de Libera, historien de la philosophie, disciple de l'historien allemand Kurt Flasch, qui a mis à l'honneur l'étude d'Averroès dans un contexte conflictuel, relayé par son disciple Jean-Baptiste Brenet, brillant philosophe, spécialiste d'Averroès, a tôt fait de présenter Averroès comme l'un des premiers philosophes du sapiens et un précurseur de la psychanalyse. Il y voit la source de la philosophie qui a dominé la deuxième moitié du XXe siècle, à savoir une pensée sans sujet, telle qu'elle a été illustrée par la doctrine lacanienne de Lacan, d'un inconscient structuré comme un langage, c'est-à-dire un au-delà du sujet, et celle de Michel Foucault, annonciateur de la mort de l'homme, c'est-à-dire du sujet pensant, de l'animal doté d'une raison. En effet, pour Averroès, l'homme ne pense pas, il est pensé. Ce qui pense à la place de chacun, c'est le ça. Le ça dont parle Alain de Libera, qui désigne l'intellect séparé du corps et autonome, qui actualise dans l'esprit les formes intelligibles lorsque le corps perçoit des objets au moyen des sens. L'intellect unique et séparé, commun à tous les hommes, pense donc en moi quand je pense. Ainsi, ce n'est pas l'homme qui pense, cet homme-ci, mais un intellect unique et commun à tous les hommes. Ce n'est pas moi qui pense, mais, je cite, l'agrégat constitué par mon corps et l'intellect séparé de ce corps. Ici, la notion d'agrégat doit retenir notre attention. Elle fera l'objet de la critique de la pensée avéroïste par un des plus grands philosophes du XIIIe siècle, qui est renommé pour son De Unitate Intellectus contra Averroistas, Thomas d'Aquin, auteur de L'unité de l'intellect contre les avéroïstes, car en effet l'agrégation, cet agrégat, suppose une juxtaposition, une jonction, non une composition, c'est-à-dire une corrélation intime des sens et de l'esprit, de la matière et de la forme, en un mot du corps et de l'âme, dont l'union est constitutive de la substance humaine individuelle. Cette substance humaine individuelle est en effet composée, comme toute substance de matière et de forme, en l'occurrence d'un corps et d'une âme. Telle est la doctrine d'Aristote, héritée par Averroès et par Thomas d'Aquin, deux aristotéliciens qui abordent l'étude d'Aristote différemment. L'âme pour Aristote, l'âme pour Thomas d'Aquin, est la forme d'un corps organisé. L'un n'est pas l'autre. L'âme n'est pas le corps n'est pas l'âme.
mais l'un n'est pas sans l'autre. L'âme intellectuelle, l'âme intellective, ne peut donc penser qu'unie à un corps, en procédant par abstraction à partir de la donnée sensible. L'intellect est donc une faculté de l'âme qui est l'acte d'un corps. Il faut prendre le mot âme au sens étymologique d'animer, ce qui anime le corps, ce qui lui donne vie, et ce qui lui donne en l'occurrence une vie intellectuelle quand il s'agit de l'âme intellective. Donc l'intellect est une faculté de l'âme qui est l'acte d'un corps, à savoir la faculté de connaître ce qui est intelligible, c'est-à-dire pensable. Et cette faculté de connaître n'est qu'une partie de l'âme, à savoir la partie par laquelle l'âme connaît et comprend. L'âme, en effet, a 4 parties, c'est-à-dire 4 facultés. Autrement dit, il n'y a pas plusieurs âmes. C'était un problème qui se posait chez les philosophes. Est-ce qu'il y a plusieurs âmes? L'âme végétative, l'âme perceptive, l'âme motrice, l'âme intellective. Il y a 4 facultés, 4 parties, 4 puissances, à savoir l'âme végétative, comme on l'appelle, la faculté sensitive, perceptive, qui concerne davantage l'animal, la faculté appétitive, motrice, qui concerne la volonté, et la faculté intellective, la cogitative, qui consiste à comprendre, à connaître. L'âme se définit donc, je cite, par les fonctions nutritives, sensitives, cogitatives et par le mouvement. La partie intellective a une fonction productive qu'Aristote appelle le nous poietikos. En grec, qui se traduit exactement par l'esprit producteur et qui est traduit en latin d'une manière faussée par intellectus agens, intellect agent. Nous verrons ce que cela signifie. Sa fonction, donc la fonction de cet intellect, est de produire des formes intelligibles, des noeta, des concepts qui permettent de saisir ce qui est intelligible, ce qui est pensable, comme la lumière permet de saisir ce qui est visible, ce qui est perceptible. Imaginons pour comprendre un hangar immense et unique où est stocké le plus grand nombre concevable de marchandises. Nous nous trouvons dans ce hangar surpris par la nuit, tout est dans le noir, et tout à coup, le hangar s'éclaire. Quelqu'un a allumé et la lumière nous dévoile la multitude innombrable des objets rassemblés là par les employés qui sont partis. Ce hangar, plongé dans les ténèbres, est l'image de ce qu'Averroès, et que les philosophes aristotéliciens appellent l'intellect possible, qu'Averroès appelle l'intellect matériel, qui a accumulé et enregistré un maximum de données reçues et resté en sommeil. Le hangar éclairé est l'image de la somme d'informations accumulées et demeurées dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière l'éclaire. Cet éclairage est l'œuvre de l'intellect, de ce que l'on appelle l'intellect agent, dont les initiales sont IA. Vous voyez un peu l'allusion qu'on peut y faire. Intellect, donc, qui est lumière, à l'image de la lumière, toujours en acte, capable d'éclairer, et qui explique le passage de l'intelligence en sommeil, dans l'ignorance de ce qu'elle sait, à l'intelligence, à l'état de veille, qui correspond à la distinction faite par Aristote entre l'intellect en puissance et l'intellect en acte, ou si vous voulez, comme je l'ai dit, l'intellect en sommeil et l'intellect à l'état de veille. Une distinction donc faite par Aristote, reprise par Averroès et par Thomas d'Aquin dans 2 directions différentes.
L'intellect, cet éclairage s'effectue au moyen de l'allumage, par l'intellect agent, agissant, puisque c'est sa nature d'agir, en éclairant. Agissant en éclairant. Or, cet intellect agent, selon Averroès, n'appartient pas à un individu humain concret et définissable comme un animal raisonnable, de sorte que chaque homme pourrait penser par lui-même. Son rôle est d'éclairer le hangar, c'est-à-dire l'intellect possible, l'intelligence en sommeil, qui a recueilli en elle toutes les images fournies par les sensations, toutes ces marchandises qui remplissent le hangar, mais qui demeure incapable de se faire une idée des formes intelligibles en s'éclairant par lui-même. Il doit recourir à l'action souveraine de l'intellect agent qui agit comme lumière qui éclaire. Ce qui a été accumulé et resté dans la nuit de l'ignorance est ainsi rendu intelligible par la lumière de l'intellect agent. Ainsi, les moteurs de recherche mobilisent le maximum de savoir acquis, le mémorisent et le met à la disposition de l'intellect agent qui l'ordonne et le rend intelligible pour tous. En affirmant l'existence d'un intellect unique, Averroès remettait en question l'union de l'âme et du corps. Pour l'avéroïsme, en effet, l'intellect est une substance éternelle, unique et immortelle, parce que séparé du corps mortel, selon l'être. Il n'est d'aucune façon la forme d'un corps, cet intellect. L'intellect séparé intellige indépendamment du corps, du recours au sens. Il est unique et un, c'est-à-dire indivisible, et ne peut donc se diviser et se multiplier numériquement. Dès lors, l'homme ne peut être doté d'une âme immortelle qui lui serait propre. Quand il meurt, il disparaît totalement, il est anéanti. Il n'y a donc pas de survie personnelle après la mort, pas d'existence post-mortem, ni de félicité éternelle, parce que pour un corps séparé de l'intellect, il n'y a pas d'existence autre qu'une existence sensible. Donc ici, c'est la nature même de l'aristotélisme pour lequel la conception illémorphique consiste à affirmer qu'une substance réelle et individuelle est composée d'une matière et d'une forme individuée par une matière, par un corps. C'est pourquoi Thomas d'Aquin va s'opposer à cette doctrine. L'opposition est frontale et la critique sévère. L'âme intellective, dit-il, est individuée par un corps, en rappelant donc la nature de l'aristotélisme et de l'illémorphisme aristotélicien. Individuée par un corps, donc multipliable, donc non unique. Fidèle à Aristote, déformé par Averroès, qualifié de dépravator, qui en latin, à vrai dire, n'a pas le sens péjoratif de ce que l'on entend en français quand on traduit dépravator par corrupteur. Mais le mot dépravateur signifie une déformation du sens, une mésinterprétation. Une mésinterprétation d'Aristote, donc, ce qui est grave pour Averroès. Thomas d'Aquin montre que l'âme humaine est individuelle, parce que précisément individuée par un corps. Après la mort, qui est la séparation de l'âme et du corps, de l'âme donc qui donne vie à un corps qui l'anime, l'âme demeure cependant l'âme de cet homme-ci. Rappelle Thomas d'Aquin, le fait d'être séparé de son corps ne l'empêche pas de demeurer singulière en raison du savoir acquis de son vivant et donc de rester pensante, d'intelliger personnellement. Mais dans l'état séparé de son corps où elle se trouve, elle ne peut plus rien apprendre de nouveau, puisque ce que l'on peut apprendre, on ne l'apprend que par abstraction,
à partir de la réalité sensible. Elle est, pour ainsi dire, figée dans l'état où elle se trouvait avec son savoir acquis quand elle était unie à son corps. Elle continue ainsi d'intelliger ce qu'elle connaît, qui est un savoir acquis. Si son savoir ne peut plus s'enrichir de ce qu'elle abstrait du monde sensible pour acquérir ce savoir, pour connaître, pour intelliger et retenir ce qu'elle intellige dans une mémoire intellectuelle, elle s'enrichira désormais de la science de Dieu même, auquel Dieu la fera participer en lui conférant le don d'une lumière, du lumen glorieux, qui permettra à l'âme intellective d'intelliger l'essence divine à la hauteur où la mort l'a trouvée. La béatitude donc à laquelle renonce Averroès est envisageable comme une vision face à face avec Dieu, l'idée d'une fusion dans un grand tout vide et anonyme est dès lors exclue. En résumé, l'avéroïsme affirme séparation substantielle de l'intellect, unicité absolue de l'intellect, il n'y a qu'un seul intellect numériquement identique pour tous les hommes, éternité de l'intellect. Cette doctrine, et c'est ici que nous rejoignons notre réflexion sur l'intelligence artificielle, se retrouve chez Alan Turing, qui est à l'origine de l'intelligence artificielle. Il rejette l'idée d'un intellect rattaché à la réalité corporelle, selon laquelle l'homme se définirait comme un animal, c'est-à-dire un être animé, doté de raison. Il y a, affirme-t-il, une plus grande différence entre un être animé, tel l'homme et l'animal, et un être inanimé, tel une machine, qu'entre des êtres animés, comme Socrate et Médore, ou Tintin et Milou, s'ils étaient réels. L'intellect, ou la raison prise dans son sens large, jouit de sa propre autonomie et peut s'activer indépendamment d'un corps animé, comme l'intellect d'Averroès, autonome, mais dépendant de la volonté qui l'active. L'objection selon laquelle Dieu aurait accordé à l'homme et à la femme une âme immortelle et personnelle n'en est donc pas une pour Turing. Je cite, « Je ne peux accepter en rien cette objection. Mais j'essaierai d'y répondre en termes heideggeriens. Je trouverai l'argument plus convaincant si les animaux étaient classés avec les hommes, Médore avec Socrate. Car il y a une plus grande différence, à mon avis, dit-il, entre l'animal, un vivant, et l'inanimé, une machine, qu'il y a entre les hommes et les autres animaux, Socrate, Platon, Médore. Clarifions cette déclaration quelque peu intempestive de Turing. Il faut, dit-il, classer les animaux avec les hommes, en se réclamant de Heidegger, ce qui est important ici. Pourquoi ? Parce que pour Heidegger, l'homme n'est plus un animal doté de raison. Et pour la postérité heideggerienne, les philosophes dits de la déconstruction précisément, la pensée reste sans sujet, de sorte que l'homme n'est pas animé par une âme intellective, une intelligence lui appartenant en propre en tant qu'animal doté de raison et qui le définit en tant qu'homme. Ce qu'on appelle homme, du nom un peu quelconque de Dasein, d'être là, se distingue donc moins d'un autre être animé sans raison, c'est-à-dire d'un animal, que d'une machine sans organes, capable de penser. Et il faut ajouter ici, et c'est le point de départ d'une réflexion ultérieure, à savoir que penser est compris comme calculer. On confond penser et calculer.
Ainsi, la machine sans organes peut être comparée à l'intellect séparé du corps, donc non individué, par ce qui est corporel et par conséquent capable de fonctionner de manière universelle, impersonnelle et unique, en étant mis à la disposition de tous. L'avéroïsme, qui apparaît ici, est vite apparu inacceptable par des esprits sensés et fut l'objet des critiques d'Albert le Grand d'un côté et de Thomas d'Aquin de l'autre, que j'ai cité, qui ont vu l'importance de sauvegarder le caractère individuel de la pensée. L'idée d'un homme qui ne pense pas par lui-même, que quelque chose d'autre que lui, l'intellect unique et séparé, le ça, selon Libéra, pense à sa place, n'est pas seulement fausse, elle est inhumaine. En niant la conscience personnelle et en imposant à la foule anonyme une pensée sans visage, l'avéroïsme ajoute à la négation de l'immortalité personnelle celle de toute responsabilité morale. Celui, en effet, qui n'est pas maître de ses pensées ne peut pas se reprocher d'agir selon une pensée qui n'est qu'un calcul et qui n'est pas la sienne. Il n'y aura pas dès lors de place pour le libre arbitre contre lequel, en vérité, Averroès n'a fait que s'insurger. Ainsi, ce qu'on appellera, après Leibniz, le monopsychisme d'Averroès a fait l'objet d'une critique en règle par l'auteur du De Unitate Intellectus contra Averroistas, de l'unité de l'intellect contre les avéroïstes. Sa réfutation consiste à montrer que l'âme humaine est l'acte d'un corps organisé et que l'âme intellective, l'âme nutritive et l'âme végétative n'en sont qu'une en tant que forme du corps humain. La matière corporelle est donc un principe d'individuation. Un corps n'est pas un autre. Si pour l'Aquinate, saint Thomas d'Aquin, l'intellect est un au sens d'indivisible, il n'est cependant pas unique. Indivisible, l'âme intellective ne peut pas en effet se diviser pour se distribuer dans tel ou tel corps. Les avéroïstes ont tort d'affirmer si donc l'intellect est séparé et s'il n'est pas une forme matérielle, il n'est en rien multiplié par la multiplication des corps. Ils ont tort parce qu'il appartient à chaque corps humain d'être doté d'un intellect propre. Il peut donc y avoir une pluralité numérique d'intellect sans que cette multiplicité soit une division d'un intellect qui serait unique ou postuler l'existence d'un intellect unique et le même pour tous. Chaque individu a le sien propre. La thèse d'un intellect, je termine, unique et séparé est ainsi détruite. On peut dès lors affirmer que penser est une des fonctions de l'âme immortelle et personnelle, que celle-ci est individuelle parce que liée constitutivement au corps auquel elle appartient en propre. Dieu a donné une âme immortelle à tout homme ou femme, mais à aucun animal ni à aucune machine, pour rétorquer à Alan Turing. En conséquence, ni l'animal ni la machine ne peuvent penser, c'est-à-dire intelliger, et non calculer. Il faut éviter la confusion entre connaître et penser, savoir et comprendre. L'érudition sans le raisonnement dans un autre ordre se réduirait à un pur argument rhétorique qu'on appelle l'énumération ou l'accumulation. Mais une tête bien pleine n'est pas nécessairement une tête bien faite. Et c'est ce que devraient retenir les usagers de l'IA. Je vous remercie de votre attention.